êtes la bienvenue. Je suis très contente que vous êtes tous même venus malgré ce beau temps. Je suis très intéressée. Bon, j'espère que ce sera une soirée intéressante avec Hans Holzinger. Il fait plus que 30 ans. Nous avions déjà Hans Holzinger ici à Luxembourg. Il avait déjà fait une conférence dans la même fonction qu'aujourd'hui, une conférence. Donc, Hans est le directeur de la Robert Jung Fondation. Et nous sommes très intéressés à vos conférences, mais surtout aussi à vos recommandations, parce que vous avez une bibliothèque qui est très, très intéressante, et une newsletter effectivement très intéressant également, et qui donne tout un certain nombre de recommandations et d'idées sur les publications les plus récentes, et aussi vous donner même une appréciation de celles-ci. Si vous regardez Cédric, tous ceux qui participent, vous voyez que Cédric a une image verte. C'est donc en fait une affiche qui existe chez nous dans le mouvement écologique. Et c'est Robert Jung qui avait très imprégné le mouvement écologique par sa personnalité. Et Robert Jung était quelqu'un qui était pour un mouvement écologique de développement, loin d'une association que de protection de la nature. Et donc, pour être plutôt une association qui s'engage sur le changement sociétal. Et donc, Robert Jung nous a très fortement influencé dans ce mouvement. Et donc, nous sommes très contents que justement, que vous êtes comme représentant de cette structure qui nous a donc tellement imprégné dans notre travail, que vous êtes maintenant là ce soir avec nous. Ça fait 3/4 d'année que vous avez à peu près une année où nous avons vu cette publication qui s'appelle Qu'est-ce que nous apprennent les sociétés? Et donc, comment justement les facteurs qui nous permettent et les variables de faire un changement de société. Je ne parle pas c'est une analyse très intéressante sur ce qui concerne les obstacles et aussi quels sont les facteurs de réussite pour que les personnes se mettent en place et se bougent pour justement un changement durable. Et nous allons mettre ce livre online et c'est vraiment un résumé qui est très, très bon, que je trouve que c'est un des meilleures publications dans ce sens. Il n'y a rien de nouveau. Nous connaissons déjà la plupart des recommandations, mais c'est la meilleure préparation et explication sur le sujet. Et c'est Hans qui l'a écrit. Et donc, c'est pour ça que nous avons pensé que d'organiser quelque chose avec Hans Holzinger pour justement voir les facteurs qui vont amener un changement sociétal. Vous avez donc un deuxième livre qui s'appelle Post-Corona Société. Qu'est-ce que nous devons donc apprendre de cette crise et qui nous sommes très, très contents et heureux de pouvoir l'accueillir et donc justement faire un lien entre ces deux publications lors de cette conférence de ce soir. Donc, dans sa conférence et justement dans sa publication, il parle justement des questions de post-corona et aussi des éléments qui pourraient amener à un changement de la société. C'est vraiment une soirée très intéressante et qui va être très... Nous sommes très sûrs que nous avons besoin de changement et cette discussion est justement le but. Est-ce que la société est d'accord, prête à un changement? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il y ait une neutralité de climat? Mais il ne s'agit pas que de la technique, mais il s'agit aussi comment pouvons-nous convaincre l'un l'autre pour justement amener un changement. Et donc, je suis contente vous avez dit oui. Et nous allons aussi essayer la chose ce soir. Nous allons essayer ce soir. Normalement, la présentation sera en principe entre 25 et 30 minutes. Donc, pour qu'il y ait vraiment après du temps dans la deuxième partie d'une discussion avec les gens, les participants qui soient actifs entre les auditeurs. Donc, j'ai un peu parlé un peu plus long parce que je voulais être très, très convaincue du travail de la Robert Jung Bibliothèque. Donc, je vous laisse la parole. On m'entend? Et Blanche Feber l'a dit de façon très, très intéressante et très sympa. Bonjour à vous tous à Luxembourg. C'est vraiment, je suis très contente de pouvoir être invitée du mouvement écologique. J'ai un peu surfé, un peu sur votre homepage et j'étais très étonnée de toutes les choses que vous organisez dans le contexte de Corona, mais aussi les publications que vous éditez, qui sont également accessibles en PDF. Et comme vous dites aussi, Hans,
peut aussi voir tous vos documents de travail que vous avez tous sur un PDF sur votre site. Comme je l'ai déjà annoncé, je vais vous montrer un certain nombre de PowerPoint parce que justement que 10% de ce qu'on lit soi-même, de 20% de ce que quelqu'un vous raconte, quelqu'un d'autre, et 30% vous retenez de ce que quelqu'un d'autre raconte et si nous avons des images avec ce que l'on vous raconte, donc c'est la meilleure possibilité pour comprendre les choses. Je voudrais tout de même dire un certain nombre de choses, qu'est-ce que nous pouvons connaître, donc avoir de leçons de la coronavirus et justement, après, parler aussi des recherches dans ce domaine. Quels sont les éléments qui sont de réussite, mais quelles sont aussi les variantes qu'il faut prendre en considération justement pour voir, euh, voyant depuis des années, discutant depuis des années, depuis des questions de durabilité, mais donc il faudrait tout de même que ça change plus rapidement et justement pour arriver à nos objectifs. La société post-corona ne veut pas dire que je veux retourner à l'état avant Corona, mais c'est que nous sommes bien sûr tous, nous espérons que tous la pandémie de Corona s'arrête. Mais qu'est-ce que nous apprenons de cette crise, entre autres, justement, en ce qui concerne l'environnement? Donc, quelles sont les leçons de la corona? Si on parle de normalité, avant la corona-crise, c'était normal. Je le dis juste pour vous rappeler, il y avait des gens qui avaient faim. Donc, nous voulions abolir la pauvreté, la faim dans le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup trop riches et extrêmement riches. Il ne s'agit pas de richesse, mais de gens qui sont super riches. Nous savons qu'il y a des ressources qui sont utilisées justement pour l'achat de matériel militaire. Là, nous voyons aussi, justement, vous connaissez la planétaire Bound relevée, où vous voyez les différentes les points de nitrate, de phosphore qui sont dans notre environnement et dans nos eaux. Et tout ça, il faut le considérer pour voir juste effectivement quel est le domaine qui est qui est donc dommageable et qui est dangereux et lequel est moins dangereux. Et aussi, l'exploitation des animaux est également un point très important. Je suis végétarien et je le suis devenu. Je crois aussi que là, que la jeune génération doit justement changer et il y a aussi de la pauvreté dans le monde et les gens qui deviennent de plus en plus socialement pauvres. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Nous devons toujours nous rappeler, c'était ça qui était la normalité avant Corona, mais c'est en fait pas de la normalité, cela. Quand les gens d'une autre planète viendraient nous voir et visiter, je trouverais ça complètement absurde et que nous donner des moyens énormes pour s'entretuer avec des armes et que les autres soient énormément riches et les autres sont en train de mourir de faim. Donc, si on regarde cela comme ça, quand on regarde ça de l'extérieur sur notre monde, qu'est-ce qu'on voudrait considérer comme normal et qu'est-ce qu'on trouverait à ce moment-là absurde? Vous avez beaucoup de publications très intéressantes sur ce que nous avions fait. Blanche a parlé de la livre que j'ai déjà fait. J'ai cité beaucoup de gens en espérant qu'il y a des choses qui vont changer. J'en ai avait au Rifkin, on a parlé, il faudrait vraiment qu'elle devait être dans l'ère de la résistance. Il est le temps justement de développer un narratif nouveau. Nous sommes tous reliés l'un à l'autre. Un éconote de l'Austrie qui est très connu a dit le sentiment que ça ne peut continuer comme ça, ça doit être très répandu. Et j'ai tout de même quelquefois que la corona, c'est juste en fait une réussite, une façon de nous aider à justement prendre en main nos systèmes qui marchent mal. Donc, nous devons vraiment reconsidérer notre système de valeurs. Il y a beaucoup trop de capital qui est mal investi et donc il faut un keynésianisme vert finalement qui devrait être mis en place. Il y avait aussi une question où beaucoup de gens posaient, où des experts ont demandé des jeunes. Le grand souhait, c'est que oui, Corona va amener un changement si les bonnes mesures sont prises au niveau politique et dans la société.
Un autre dit, chef Gamla disait, oui, notre système de santé qui est maintenant très important dans cette crise corona, et il part du principe que la pandémie va aussi être présente dans des pays où on aurait pu donc, qui sont des pays qui n'ont pas eu de chance et qui sont pauvres et qui donc ils n'ont pas été considérés. Il y a aussi Hans Holzinger a aussi dit, et moi-même j'ai déjà dit que c'est fatal si la crise n'amène pas un changement économique de base. Il faudrait aussi donner des signaux et justement changer que justement dans le domaine de la santé, les gens qui y travaillent soient reconnus et cela n'a pas vraiment été fait parce qu'elle s'est limitée à l'applaudissement de ces professions et nous espérons vraiment que ça pourrait être une expérience durable et donc je suis tout de même optimiste que ça va avoir de plus en plus d'importance et que les aspects écologiques, sociaux et culturels soient plus dans l'air du temps et que nous savons très bien on sait qu'il y a beaucoup d'économies et de bénéfices quand se fait économiquement, mais d'un autre côté, il faut tout de même revoir ces valeurs. Nous sommes qu'une partie de la nature. Nous ne pouvons pas négocier avec le climat. Nous ne pouvons pas non plus négocier avec le système climatique. Nous ne pouvons juste nous comporter de façon à le garder le mieux possible. Le système économique est donc vraiment quelque chose qui est le défi le plus central du XXIe siècle. Le capitalisme, la façon dont le capitalisme fonctionne, nous devons comprendre comment les mouvements de masse, comment le fascisme, le socialisme fonctionnent. Ce sont des points importants, bien sûr, mais l'économie et l'écosystème, c'est le plus vraiment central. Il faut arrêter justement cette destruction écologique qui est en train de se faire et qui, justement, l'arrêter sa diffusion. Hans, tu dis il faut faire donc les leçons justement de ces environnements écologiques. Est-ce que c'est tes leçons à toi, moi, ou est-ce que ce sont des leçons politiques ou scientifiques qui ont déjà été prises? Qui a pris les leçons de cette constatation? Je vais parler de Jane Goodall, qui le dit depuis longtemps, mais qui, bien sûr, maintenant est beaucoup plus écoutée. Donc, je pense que des choses qui étaient connues avant, qu'on savait déjà avant, c'était une affaire du temps. Quand est-ce que la pandémie va nous toucher? Et il y avait déjà des exercices qui ont été faits avant pour savoir comment les États devaient les systèmes de système devaient se comporter. Je pense que c'est un peu plus fort, c'est devenu la public s'est un peu plus intéressée à ça, mais c'est pas plus que ça à ces questions, donc le public. Une autre question très intéressante, c'est le système d'approvisionnement de base, comment il fonctionne. Mais notre système économique est construit de façon qui n'est pas comme un système de croissance, qui n'est pas quelque chose de nouveau. Et la façon dont elle a fonctionné jusqu'à maintenant, si nous produisons énormément de choses, de produits, et et maintenant, nous remarquons comment nous avons été ramenés à nos besoins fondamentaux et donc pas dans une consommation du superflu. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que nous allons établir un système économique qui répond aux questions des besoins de base et les choses qui sont importantes pour nous, les prestations sociales, et que cela devienne quelque chose de central de notre système économique. C'est vraiment énorme ce que le gouvernement, les différents gouvernements font un soutien justement. Nous sommes très contents que les taux d'intérêt sont si bas parce que sinon, ça ne serait pas finançable les soutiens des différents États en cette période de pandémie. Une chose est très claire, il va y avoir un éco-keynésianisme qui va venir, qui a longtemps été rejeté, mais parce que l'économie libérale va être de plus en plus va être moins reconnue. Comment est-ce que tu considères et comment est-ce que tu arrives à cette thèse?
Je ne peux pas élever. Je regarde ça. J'ai aussi ma bulle, mais quand nous, on regarde quels sont les thèmes qui sont de plus en plus discutés dans l'opinion publique, et donc c'est évident maintenant que le rôle de l'État et des États va devenir de nouveau beaucoup plus prépondérant. Et la question qui va se poser, je ne suis pas pessimiste en ce qui concerne au début, j'avais peur que tout le monde va parler Corona et puis personne ne va parler du climat. Et en fait, ce n'est pas partie des discussions. On peut critiquer que ce n'est pas encore assez, mais ce qui se passe au niveau de l'Union européenne au niveau des différentes nations, cette discussion, c'est très technique, des structures infrastructures. Et maintenant, il faut vraiment, on fait tout de même le lien de surmonter la crise économique avec des questions d'environnement. Donc, on va investir maintenant dans la digitalisation, mais ça va tout de même avoir lieu, hein. Ce qui est très intéressant pour moi, où je me réfléchis à de nouveaux modèles de bien-être. Il y a des études qui disent que le travail mi-temps ou à home office, donc en majorité, était accepté, mais le home office n'a est bien sûr limité à des personnes très privilégiées, à des gens qui gagnent bien leur vie. Les infirmières ne peuvent pas travailler en home office, les médecins non plus. Et aussi, c'est la personne qui travaille à la caisse du supermarché aussi. Mais je pense tout de même que le home office est une expérience positive et aussi le travail plus court. Donc, aussi, les gens ont fait maintenant cette expérience. Et donc, il faut voir que dans le futur, il faudra prendre une nouvelle forme, justement, de travailler finalement, pour justement décharger le marché de l'emploi, mais aussi pour ne pas encore produire de plus en plus encore des biens économiques. Ce qui est très déterminant pour moi, il faut que la société post-corona doit être résiliente, elle doit être durable et socialement équitable. Les priorités doivent être justement les besoins sociaux de base qui doivent être centrales. Donc, pouvoir acquérir un logement qui est abordable, pouvoir s'alimenter à des prix abordables également, et aussi les activités qu'on fait dans la société. Il faut aussi différents nouveaux modèles de travail, de façon dont on travaille, de temps de travail. Et il faut aussi des nouveaux modèles de revenus de base entre les différentes formes justement de travail, activité salariale. Il existe aussi différents points de crise de climat qui a été tout de même stoppé par la pandémie. Nous devons tous les pays maintenant aider ensemble dans le changement climatique, justement qu'ils doivent tous coopérer. Il est donc un très grand défi que les systèmes écologiques n'ont qu'une chance de perdurer si nous travaillons tous ensemble, et surtout les grands États doivent donner, comme les Américains du Nord, l'Europe ou Chine, qui sont les grands émisseurs de dioxyde de carbone. Et quand on parle avec les gens en ce qui concerne justement le développement durable, on fait justement un appel ces pays-là donc avoir une politique beaucoup plus bonne pour l'environnement, et il faut que tout le monde s'y mette. C'est le dilemme et la question, justement, il faut qu'il y ait des accords internationaux en ce qui concerne la préservation du climat, et là aussi, il faut qu'on parle avec les citoyens pour qu'ils comprennent les mesures qu'il faut prendre. La crise du climat a toujours été considérée comme quelque chose de latent. Et on avait très peu de représentation, quels sont les points de défi
qu'il y avait une cumulation de différents problèmes. Euh, pour Qu'est-ce que vous parlez de changement disruptif? Ça veut dire, quand on parle dans la science du futur, ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas calculées dans les risques qui peuvent exister. On n'avait pas le temps de s'adapter, on a dû réagir, par exemple, très vite. Et donc, un changement disruptif dans un domaine économique, c'est quand les pays se mettent d'accord que, par exemple, le moteur à explosion ne soit plus considéré. C'est qu'à partir de 2025, il n'y aura plus de voitures à explosion qui sera acceptée sur le marché. Là, alors, la voiture de l'industrie de l'auto va pas se changer lentement, mais devrait rapidement changer de technique et de modèle de production. Et par exemple, pour l'industrie de l'automobile, c'est vraiment très important parce que justement, si on abolit, il faut aussi savoir que les moteurs à explosion ont plus que 20 morceaux de pièces, alors que les voitures électriques n'en ont beaucoup moins. Donc ça aussi, ça a un effet finalement, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements très vite et rapides. Et donc, et là, on aura vraiment un changement visible. Et donc, là aussi, si le changement climatique va, il y aura beaucoup de méthane qui va se libérer. Donc, là aussi, ça va avoir des effets sur notre climat et ça sera donc effectivement aussi quelque chose. Posez-moi les questions. Hein, c'est plus, j'ai posé les questions du chat. Écrivez des questions dans les chats, comme ça je pourrais les poser. En résumé, quand on parle de transformation, c'est un grand défi. Nous devons anticiper des choses. Nous devons les dangers que nous ne ressentons pas, que nous ne voyons pas. Nous devons déjà maintenant prendre des changements dans les livres sur le climat. Nous pouvons il y avait 15 livres sur le climat qui existent, qui reprennent tous ces défis et les énumèrent. Et si on lit ces livres, on voit qu'il y a une tendance où les experts disent qu'ils espèrent qu'il y a des catastrophes qui vont avoir lieu, à plus d'inondations, à beaucoup plus de hurricans, de tempêtes. Parce que qu'est-ce comme ça, le thème va être considéré de façon sérieuse. C'est très cynique ce que je dis, mais ceux qui travaillent depuis des années là, sur ces thèmes et qui sont déjà désespérés que ça n'avance pas sur ces questions, et l'écrivent aussi dans leurs livres. Et nous allons voir qu'est-ce que Corona nous a peut-être aidé dans cette direction. La grande différence entre le climat et le Corona, c'est la pandémie nous a tout de suite touchés. Et nous savons que la crise du climat va se développer doucement dans le temps et les pays du Sud vont être beaucoup plus touchés que par les autres. Un argument très important, c'est aussi, vous avez peut-être déjà lu, il y a eu un rapport qui a été fait sur le rôle dans les années 70, il y a déjà c'est une dame, je n'ai pas compris le nom, qui disait, déjà dans les années 60, la pandémie est un ennemi que nous devons le combattre. Cet ennemi. Dans la crise du climat, nous ne la ressentons pas. Et dans la crise du climat, il s'agit de quelque chose que nous devons combattre, mais quelque chose nous devons dire au revoir à quelque chose que nous adorons. C'est ça, donc, notre bien-être et notre richesse. Et là aussi, les uns en plus, les autres en moins, mais le défi va être que les choses que nous avons en trop, que les choses que nous trouvons utiles et que les autres, de leur dire au revoir et de ne plus les utiliser. Euh, et donc, il existe deux images qui concernent le climat. Ça, ici, on ne voit pas l'effet, il n'y a pas d'effet. C'est 10 000, il y a un métrique
et là, on ne voit pas, on ne sent pas le dioxyde de carbone, on ne le voit pas. Et donc, ici, vous voyez une tonne de dioxyde de carbone qui est émis par une centrale de charbon, et c'est ce qu'elle émet en une année. Là, justement, combien de tonnes de dioxyde de carbone? Nous avons 51 milliards justement de ces tonnes justement de CO2 qui s'est émis. Nous ne pouvons pas nous imaginer ce que ça. La visualiser va être très importante pour que les gens le voient de façon plastique, que nous puissions, avec la science, nous puissions montrer vraiment quels sont les points où ça va devenir encore plus grave. Parce que qu'est-ce que ça va déjà tout coûter si on ne fait rien? Par exemple, en ce qui concerne les défis, nous avons 51 millions de tonnes que nous émettons. Alors, émettre, ça fait énormément de CO2. Donc, les EU, c'est 4 millions seulement, 4 milliards et 0,08 l'Autriche et Luxembourg encore moins. Je crois que c'est 10 millions de tonnes. C'est tout de même la question de la motivation. Qu'est-ce que ça apporte à l'Autriche si je me comporte de façon positive par rapport au climat? Tout le monde doit participer, mais si chacun dit ça, ça ne donne pas de résultat, nous n'allons pas pouvoir avancer. Donc, je pense justement que des petits pays, aussi de l'Union européenne, devraient être avant-gardistes sur cette question et justement pour que vraiment il y aurait déjà un impôt sur le dioxyde de carbone et ça a été fait en 92 et ils ont tout de même eu, malgré cet impôt sur le dioxyde de carbone, il y a tout de même eu une progression économique et donc c'était tout de même quelque chose qui a bien marché. 180 EU. Donc, dans la question que vous dites que ce serait une question globale comme phénomène, nous savons tous que les vaccinations ne soient pas sur tout le pays, dans tous les pays du monde. Alors, il y aura des mutations de virus pendant, mais les pays ne se sont tout de même pas mis d'accord pour qu'il y ait une liberté d'accès à ces vaccins. Ce sont de nouveau les pays riches qui ont accès à ces vaccins, qui même dans la pandémie réussissent à donc faire passer leur opinion, alors que nous savons très bien que si pas tout le monde, le peuple du monde soit vacciné, il y aura des mutations. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on voit là tout de même, et on ne réussit même pas là à se mettre d'accord pour penser de façon globale dans la période actuelle. Qu'est-ce qui vous donne du courage que nous allons réussir cela justement dans la question dans la question du climat? Est-ce que nous pouvons réussir dans la pandémie? Nous avons tout de même réussi à se mettre d'accord en ce qui concerne les vaccins pour que ça soit finalement aussi bon pour nous. Parce que nous faisons une politique de vaccin à brève échéance au lieu de faire une politique de base à longue échéance, parce que nous n'allons pas alors voir... je crois que je ne dis pas que nous allons réussir le défi, mais le temps que nous avons à notre disposition les dernières années montre tout de même que nous pourrions aller beaucoup plus loin. Dans le vaccin, c'est complètement absurde. Il y a des patents, des patentes qui sont dessus. Les médicaments pour la santé devraient être accessibles à tout le monde sans restriction et tout le monde devrait avoir accès, justement, comme d'ailleurs l'alimentation aussi. Mais on pense tout de même, peut-être, si nous sommes tous vaccinés, nous allons être immunisés et donc ça n'aura plus besoin. Et j'ai déjà lu un rapport de
de l'Organisation mondiale de la santé qui dit justement il faut faire attention que si le virus ne va pas être donc combattu globalement, il va revenir sur les pays aussi vaccinés. Et c'est vraiment, il y a des gens qui disent que c'est un dernier virus qui va nous toucher. Là, je suis pas biologue, mais j'ai aussi entendu ça peut rester, hein, cette pandémie. Mais la question de la justice est effectivement à la base. Dans le changement climatique, elle est aussi importante. Si tout ce qui se passe n'est pas que de la rhétorique, jusqu'à Poutine qui dit maintenant aussi qu'il va aussi adhérer au changement climatique, alors que la Russie, qui voudrait aussi ressentir le plus si nous arrêtons le pétrole le gaz. Et parce que justement, la Russie vit justement de la production de pétrole du gaz. Et il faut considérer cela. Mais tu es ma critique. Pourquoi est-ce que tu es aussi optimiste? Mais justement, l'Organisation mondiale de la santé dit que si nous n'allons pas le distribuer de façon juste et égalitaire, justement le vaccin, et il va y avoir des mutations du virus et le pays ne réagisse pas. Et parce que tu dis justement quelques leçons avons-nous finalement tiré si nous ne réussissons pas là de nous mettre d'accord. J'ai aussi pas encore lu cela. J'ai recherché ça dans Internet, ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Il existe que la chance de le défendre dans l'opinion publique, justement amener l'opinion publique cette discussion. Luxembourg, si c'est 5% des énergies renouvelables. Et la Norvège a 65%, parce que la Norvège a beaucoup donc de l'électricité produite à partir de l'eau. Donc, ils font vraiment des choses superbes. Ils font ça sont des graphiques préparés par Oxford, l'université de l'Oxford. Alors, quels sont justement les défis et les obstacles justement sur ces questions? Alors, quels sont les obstacles économiques? J'ai toujours sous-estimé que quand on reste dans sa bulle de l'environnement et quand on parle avec des gens qui sont des entrepreneurs, quand une entreprise a investi dans une technique et qu'on en dit que demain, cette technique ne va plus être valable, alors nous allons avoir des gros pertes. On parle de temps d'amortissement ou des retours sur investissement et on veut quelque chose en retour. C'est très important à considérer cela. Et avec cela est très liant différentes de points où on est dépendant l'un de l'autre. Par exemple, il y a certaines, par exemple, que le pétrole ou la gaz qu'on ne pourra plus utiliser et qui sont importantes aussi pour la circulation. Il faut nous habituer que nous allons reconstruire en arrière, ne pas faire de choses nouvelles, mais de reconstruire les choses vieilles. Par exemple, à Séoul, il existe une ville autoroute. C'était donc une autoroute qui existait pour voitures. Elle a été changée en justement une promenade panoramique. Et ça montre justement comment on peut changer finalement des infrastructures qui avaient été utilisées pour autre chose et qui, dans le cadre du changement de climat, doivent être réaffectées. Il y a aussi des branches qui vont perdre, ça c'est clair, entre autres la branche automobile. Mais si on le voit, il faut penser à cela, il faut considérer cela, il faut avoir une discussion avec l'industrie de l'automobile, il faut discuter, parce qu'eux, ils vont être les perdants de le changement climatique. Deux journalistes qui a écrit un livre très important qui s'appelle le lobby du sale du climat. Et il parle de tous ceux, ils disent que c'est très important
qui essayent que des mesures qui vont être prises par les politiques qui essayent de les dévier. Et beaucoup en France, mais aussi en Allemagne, il donne plein d'exemples où un journaliste investigatif a justement montré comment on change justement des décisions finalement au détriment du climat. Que ce soit de l'énergie atomique. Maintenant, on discute de l'économie des finances, comment est-ce que où est-ce qu'on doit donner des investissements. Là, nous sommes comme NGO, environnement, nous sommes très demandés parce que nous devons être des spécialistes dans ce domaine. La volatilité des marchés donc des marchés, c'est par exemple le prix du pétrole change tout le temps et donc comment est-ce qu'une entreprise peut changer son mode de production si elle n'a pas des revenus assurés. Donc cette insécurité dans la planification est quelque chose de très important à considérer. Oui, si nous sommes pour des impôts écologiques, alors ça doit aussi se faire de façon ils ont essayé de façon planifiée et pas d'un moment à l'autre. Sur la dépendance de la croissance, c'est bien sûr une discussion très importante sur laquelle nous pourrons discuter tout à l'heure. Je crois un gros problème dans la croissance, le débat de croissance, c'est en fait le fait qu'on parle tout le temps des pourcentages d'augmentation croissance et on dit d'un pays en Afrique 1% d'augmentation économique dans la croissance économique en Afrique et 5% par exemple dans des pays africains, alors que chez nous c'est 1% représente. Ce n'est pas les pourcentages qui jouent en fait un rôle mais ce sont des valeurs absolues qui sont importantes à considérer. Les pourcentages n'étant pas fiables suivant les pays qu'on considère. Par pays, bien sûr, il faut voir finalement qu'est-ce que nous allons décharger dans l'atmosphère, et surtout suite à la croissance économique. Dans les autres pays, nous avons 5, 6, 7% de croissance. Mais décharge très peu dans l'environnement. Alors, la Chine est une exception parce qu'eux, ils ont effectivement des 7-8%, mais effectivement déchargent beaucoup de CO2 dans l'environnement. Donc là, il est important donc, de voir si j'ai 5 000 € que je gagne et je reçois 3% de plus, ça représente bien sûr beaucoup plus. Si je gagne 1 500 €, déjà je reçois 3% de plus. Donc ici, le minimum, il ne faut pas prendre des pourcentages, mais il faudrait prendre donc des normes absolues, hein, donc en données. Donc, si les entreprises, c'est la même chose. Il faut, pourquoi est-ce que je devrais faire quelque chose? Donc, je vais revenir là-dessus sur le particularisme des différentes sociétés. Je vais revenir là-dessus. Mais même si nous parlons avec des gens, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est très important, il y a des recherches qui ont été faites. Les gens participent quand ils ont l'impression que tout le monde doit participer et quand ils considèrent que c'est justement réparti cette participation. Si je dois contribuer par mon pouvoir économique et avec le éco-bonus, on pourrait tout de même essayer là justement de définir une politique dans le sens. Il faut donc que ce soit une point qui soit considéré de proximité. Donc, si moi-même, je vois que je suis finalement, je risque de quelque chose comme personne, ou comme famille, ou comme communauté, ou comme société, ou comme région, comme État, quand je sens que le risque, c'est bien, mais le défi, donc là, la pandémie nous a tout de même montré que justement les défis systémiques ne suffisent pas. Il faut répondre d'une façon globale. Il y a certaines, là, vous voyez les régions qui sont le plus concernées par le changement climatique.
Une autre question qui est beaucoup discutée dans la psychologie de l'environnement, à quoi ça sert si nous avons montrant de plus en plus d'événements catastrophiques dans les médias et les gens vont essayer de ne plus y repenser et on parle du YOLO principe. Il faudrait qu'il existe parmi les jeunes ou les jeunes, on voit dans leurs recherches euh, nous vivons dans une société où nous nous sentons à l'aise avec un niveau de vie et les jeunes voient le futur avec très pessimiste. Et on pourra aussi parler de ça tout à l'heure. Nous avons vu justement dans les collègues de développement durable que justement les jeunes disent bah, j'en profite encore maintenant parce que de toute façon mon avenir ne va pas m'aider. C'est un peu cette approche comme dans le Titanic. Il faut tout de même prendre cette façon de voir les choses de façon très sérieuse. On a aussi peu d'informations sur, on parle beaucoup de transport ou de pollution des illuminations, mais on ne parle très peu du secteur industrie qui tout de même décharge de 25 à 30 des CO2 de la production de ciment, par exemple, qui représente 8 des émissions CO2 au pays. Il faudrait donc, par exemple, changer complètement notre façon de construire. L'agriculture aussi devrait être complètement changée. On n'a pas du tout, il y a des chiffres que 25 à 30 même, il y en a certains qui disent même que 50 de ceux qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, euh, si on calcul, c'est qu'ils justement ils mettent en CO2 le fait qu'on perde, qu'on enlève des forêts, tout ça amène aussi une émission plus forte en CO2. Et donc, est-ce qu'on aussi on nous dit il faut épargner l'eau, il faut doucher, ne pas aller dans une baignoire. Mais le problème principal, nous avons beaucoup d'eau ici en Europe, mais c'est surtout l'eau virtuelle, nos habits, la création d'un t-shirt nécessite 15 000 litres d'eau. Donc, et donc, ce sont tous des objets que nous voyons, nous consommons, mais nous ne connaissons pas leur consommation énergétique et destruction de l'environnement. Donc, nous essayons de nous dire que la conscience, de garder la conscience tranquille. Nous faisons un voyage avec ce genre de paquebot. On essaye c'est comme le faire où les gens se retrouvent là et où ils disent je ne veux pas la marmelade dans du plastique, je veux ça en verre, je veux pas utiliser une paille pour boire, mais en fait j'utilise ce genre de voyage. Personne de nous, chacun essaye de choisir les choses qui sont les plus faciles, sur lesquelles il peut renoncer le plus. Donc moi, j'ai peur de la voiture, des avions, donc je ne vais plus monter dans un avion. Je suis quelqu'un qui a une grande maison, finalement, pour laquelle je n'ai pas besoin. Donc, il faut faire de l'éducation au développement durable. Il faut les gens deviennent conscients et responsables. Et donc, il faut que dans les entreprises, ça doit se faire au niveau des citoyens. Comment est-ce que je peux agir justement sur ces entreprises et ces consommateurs justement pour changer, pour que nous sachions qui c'est l'image que nous devons donner pour justement amener un changement. Il y a une étude, c'est juste une petite étude qui a été faite, je dis cet exemple. Il y a des gens qui vont dans un restaurant, maintenant c'est pas possible, hein, mais quand la première personne commande quelque chose de végétarien, la chance que la grande majorité des autres gens à la table vont aussi commander végétarien. C'est des études qui ont été faites, mais c'est un petit exemple. Mais ça vous montre un peu à quel point c'est important l'image et le travail des NGO dans ce domaine. Dans notre
dans le premier jour après le lockdown, des premiers jours, nous avons les 5-6 prospectus, c'était là. Il faut aussi, qu'est-ce que c'est que le particularisme dans la société de bien-être? Quand je suis dans mon bulle de l'engagement environnemental, je parle que de l'environnement, je pense que de l'environnement. J'étais contente en 2020, il y a 20% de moins de voitures qui ont été vendues. Mais bien sûr, le négociant en voiture qui travaille dans ce domaine pense juste le contraire. Oh, il dit, j'ai un problème, je vais peut-être perdre mon emploi. Donc, il faut réfléchir à cela aussi, il faut considérer cela aussi, parce que sinon, nous n'allons pas pouvoir avancer. Il faut que les intérêts des autres doivent être considérés. Et le particularisme doit être au lieu de donc, le bien-être commun. Et là aussi, l'intérêt particulier, individuel, doit être finalement passé après le bien-être collectif. Nous avons un système féodal très inefficient et où finalement le statut était le plus important. Il y a eu un livre qui a été écrit, le bien-être des nations, le pays, la liberté de marché nous apporte le bien-être. Le boulanger ne se lève pas à 5 heures du matin très tôt et fait du pain, mais il ne le fait pas parce qu'il est gentil avec nous, parce qu'il vend cela et qu'il veut gagner de l'argent. Et la même chose, et après, il va dépenser son argent chez le boucher, et le boucher va dépenser cet argent chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'était juste dans le temps. Mais dans le 21e siècle, avec la productivité énorme que nous connaissons, ce système forme de système économique qui risque d'être le système dominant. Donc, ça ne peut plus marcher. Le bien-être collectif doit être primordial. Et là, je ne vois, il faut que la politique doit justement aider pour que ces intérêts particuliers, individuels, ils soient limités et aient des frontières claires. Oui. Et si vous n'êtes pas d'accord, posez vos questions via chat. Comme j'ai dit pendant le livre Solidarité de Hans Bolle, il y a une troisième dimension de solidarité qui existe. Ça existe. Il a écrit en fait avant la crise de Corona, la dépendance de l'un des autres, dans le sens, si nous ne nous chantons pas comme économie riche, les pays ne vont pas vouloir pas non plus changer parce qu'eux, ils voudront être comme nous. Nous sommes tout de même une image pour eux. Et tu as parlé tout à l'heure du virus. Nous sommes vraiment dépendants du pays, que tout le monde se tienne à la justement mesure, par exemple, du vaccin. Bien sûr, il y a des gens, bien sûr, qui ne veulent pas, tout le monde veut se faire vacciner. Je ne sais pas qui existe aussi. Hein, donc il y a tout de même une limite aussi. Je dois être un peu plus rapide. Il n'a pas besoin de se stresser. Merci aussi pour la traduction. J'espère que ça fonctionne. J'ai 5 étapes pour la question quand est-ce qu'une société apprenne-t-elle? C'est la connaissance et justement les conséquences de ne pas se comporter de façon écologique. C'est le savoir sur les variantes de la transformation et les éléments qui changent, qui peuvent réussir. Ce sont relativement neufs. Nous n'avions souvent pas considéré cela. Et qu'est-ce qui est vraiment important dans la recherche de transformation et d'image de transformation? Où est-ce qu'il existe des obstacles? Quelles sont les conditions qui font que nous allons réussir? Le être et les valeurs qui existent dans les pays, dans les villes suisses, même si on parle d'arguments factuels,
il faut aussi réussir à avoir une adhésion. Les jeunes, qui n'est pas, par exemple, on n'aime pas manger de la viande qui vient de production massive. Et que ça soit considéré comme quelque chose qui n'est pas considéré. Et il y a aussi le troisième élément, et ce que nous voulons. Je suis 90% végétarien, pas parce que la société l'exige, mais peut-être, mais parce que je pense la façon dont les animaux sont tenus, je ne l'accepte pas. Donc, il faut que les gens soient authentiques, qu'ils s'engagent pour ces idées de façon authentique et pas de façon missionnaire, parce que c'est ça toujours le danger qui existe. Il ne faut pas endoctriner les gens. Il faut savoir, pouvoir en fait. C'est en fait, c'est savoir avoir des compétences de création justement. Nous devons avoir les conditions cadres doivent être de façon que je dois avoir par exemple une bonne circulation via des transports en commun pour qu'il y ait, pour que alors, ça sera alors plus facile de pouvoir faire changer quelque chose. Si je réduis les places de parking, mais alors il faut en même temps pouvoir permettre aux gens de se mouvoir avec des moyens de transport public. Et devoir, ça, ce sont tout ce qui est des lois. Ça, c'est bien sûr ce qui est le plus important, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Il y a 5 défis également. C'est pas. Est-ce que c'est une hiérarchie ici que vous donnez dans ces 5 étapes? Non, je sais pas. Ce sont différents éléments qui jouent l'un avec l'autre. Il y a quelqu'un dit que si quelqu'un réussit, que tout le monde se comporte de façon écologique, alors doivent le faire. Alors c'est bien que nous soyons tous, nous pouvons tous donc faire changer quelque chose. Euh, mais si on est pour l'environnement et on vole avec un avion à une conférence, bon, il faut réfléchir. Hein. C'est quelque chose de nécessaire et il faut penser aux différentes dimensions finalement. On a fait beaucoup de recherches et où il y a eu de sondages où justement où les gens disent qu'ils trouvent les questions d'environnement très très importantes. Mais ce qui est important à considérer, que l'augmentation des sont sceptiques dans l'augmentation des prix d'essence. Les Luxembourgeois sont les plus sceptiques et là, on voit tout de même où ça fait mal, hein, parce que le pays est très riche, mais l'impôt écologique serait, par exemple, quelque chose vous rendrait l'essence 2-3 euros plus cher. Et on peut aussi la différence entre l'écart entre le savoir et l'agir. Et il faudrait que justement pour les réduire cet écart, il faudrait que la politique ait beaucoup plus de courage. L'Autriche a fait un sondage par rapport à des énergies nouvelles. 80%, voire à 90% les gens étaient d'avis que même dans sa propre commune, on construise justement de telles structures. Et 95% des communes participeraient même à la mise en place de telles énergies renouvelables. Donc, il faut peut-être être justement, avoir plus de courage. Quels pourraient être pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes avec l'augmentation des prix à l'essence. On avait fait un sondage à ce âge. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que ça nous porte à Mohamed? C'est pas, les gens ont assez de connaissances. À quoi ça veut dire? Aussi longtemps que les riches peuvent se payer l'essence et nous, les petits consommateurs, pourquoi est-ce que nous devrions renoncer donc à un carburant pas cher donc là aussi, c'est pas facile.
On pourrait leur dire, mais écoute, à un moment, ce ne sera plus possible, hein. Le CO2 va être imposé comme le dilemme existe, hein. Pourquoi nous devons le faire et pas les autres? C'est toujours ça le dilemme puissant. Et c'est clair que ces mesures devraient donc être prises au moins au niveau de l'Union européenne. Elles auraient plus d'effets et ce serait plus facile à les accepter. Et je l'ai dit, et je ne peux pas assez le souligner, nous n'allons avoir qu'une chance si les deux autres grands players vont participer. Changer de cap avant que ce soit trop tard. Je n'ai pas des réponses claires. Peut-être avec ironie, on peut considérer ce défi. Là, vous voyez justement une image sur le changement énergétique qui était dans une exposition à l'occasion de cela. Et ça, c'est une idée, donc c'est avec humour. Il faut aussi changer il faut changer les façons dont on se comporte. Il faut changer, oublier, ne plus se comporter comme avant. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut oublier, ne plus se comporter comme avant? Si on développe de nouvelles routines, la science du comportement dit que toute nouvelle changement de comportement demande de l'énergie. Et donc, nous avons besoin d'être poussés justement pour changer nos comportements. Mais c'est important que nous développions alors des nouvelles routines. Parce que les routines, quand elles existent, je n'ai plus besoin de réfléchir, j'ai besoin de beaucoup moins d'énergie pour me comporter. Si je sais très bien, c'est plus facile. Si on utilise les transports en commun, ben, il faut savoir lire une carte. Ben, il faut que ça soit facile. Et après, on oublie de conduire une voiture. Michel, il parle de Michel Kopatz qui a été déjà 2 fois à Luxembourg. Et lui, il recommande justement qu'on développe des nouvelles routines écologiques nouvelles. Bien sûr, le rôle des valeurs joue. Mais il faut développer ces routines. Et puis, bien sûr, c'est clair, nous avons besoin d'une majorité démocratique pour ces questions. Moi, je serais très fortement pour une participation plus directe démocratique et de les mettre ces instruments en place. Il existe un livre très chouette qui existe en Allemagne. En Allemagne, est-ce qu'on peut, au niveau communal, faire des référendums qui soient obligatoires? Il y a eu certaines de centrales thermiques qui ont été pas construites ou arrêtées justement suite à ces référendums. Il y a eu des structures de vélos qui ont été mis en place justement parce que les référendums l'ont exigé. L'Allemagne, la Suisse, bien sûr, on connaît très bien le système. Luxembourg connaît moins ce système, mais ce serait un élément à côté du discours démocratique. Et il faudrait donc des discussions directes avec les députés et pas seulement des discussions directes à travers les médias. Après, je vais arriver à la fin. J'ai encore une question. Je n'ai pas tout de suite vu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dire au revoir à la société de bien-être, de richesse? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Ce serait la dernière présentation, donc cette dernière feuille. Je argumente, nous pouvons juste renoncer à quelque chose qui nous est dû. La Maria Koppel dit, notre forme de vie ne nous est pas due. C'est aussi un élément moral à argumenter et donc à renoncer là-dessus. Si nous renonçons maintenant, que nous avons encore des possibilités, nous ne devrions pas, par exemple, nous lever si tôt pour aller travailler, que dans tels pays, villes nous habitons. Bien sûr,
nous sommes toujours dans les voitures pour aller au travail, que nous habitions dans des villes qui n'appartiennent plus à des êtres humains, mais où il n'y a que de l'asphalte, où il n'y a que du béton, et où il faudrait donc finalement, si on change les modes de production et de travail, beaucoup plus équitable. On pourrait, les gens qui gagnent, que ce serait plus juste, et aussi les gens qui gagnent beaucoup, il faudrait aussi revoir les hiérarchies des salaires. Donc, il faudrait un revenu de base qui devrait aussi être une discussion qui devrait être faite. Je parle moins de renoncement, je parle plus de développement de nouveaux routines. Je crois aussi, je vais vous en donner quelques exemples dans la prochaine feuille. Je pense qu'il y a deux façons de transformer les choses. Dans les deux façons de transformer les choses, il existe différentes listes de possibilités. La première chose, c'est les nouvelles technologies, mais nous avons des façons de nous comporter anciennes. Par exemple, la voiture électrique ou des produits qui remplacent la viande. Il y a un livre qui a été écrit justement cela. Donc, le Beyond Meat, c'est effectivement, c'est pas nécessairement écologique. J'ai une maison dans le verre, dans une forêt, mais je mets des panneaux solaires sur ma table, mon toit. Je n'ai pas besoin de changer ma façon de vivre, mais je mets des panneaux solaires sur mon toit. Donc, il faut, avec écoconnisme, va beaucoup dans cette direction. L'autre, depuis des années, nous avons des technologies très connues, mais des nouvelles façons de se comporter. C'est beaucoup plus difficile à accepter et à s'approprier que des nouvelles technologies avec des vieilles façons de se comporter. Nous avons très longtemps, et là, je montre un dernier exemple. Là, vous voyez à côté de la maison avec donc des panneaux solaires. C'est bien sûr une maison qui peut être énergétiquement très mais c'est pas peut-être pas une maison qui donne efficiente, par exemple pour la mobilité, parce qu'elle est peut-être toute seule quelque part dans la nature et il faut toujours aller jusqu'au travail avec sa voiture, etc. Donc on a peut-être deux, trois voitures dont on a besoin avec ce type de maison. Euh, donc, Bob Prout a dit oui. Et là, en haut, on voit une maison qui est à 4 étages, qui est un projet coopératif en bois, hein, c'est une construction. Et c'est très innovatif de la façon dont les gens peuvent socialement vivre ensemble. Ça veut dire donc, c'est une façon écologique de construire. Euh, mais en plus, une autre forme de vivre, beaucoup plus dense, avec des lieux communs, avec aussi, ils ont des structures, des objets qu'ils partagent ensemble. Et je ne dis pas que tout le monde doit aller habiter dans des communautés de vie ou dans des projets ainsi, mais beaucoup de gens personnes sont singles, à vivre seuls, même, que ce soit vieux ou même jeunes. Et donc, et on l'a remarqué très fortement pendant la période de Corona, qui sont très isolés, mais beaucoup de gens sont singles sans le vouloir, parce que, par exemple, les hommes sont morts quand on est âgé, et là aussi, euh, la question est où devons-nous nous changer au lieu de laisser, et, par exemple, aller travailler avec le vélo. Ça, c'est pas difficile. Il y a des super recettes avec des légumes qui peuvent être faites pour manger très bien. Mais bien sûr, je suis très content, comme aujourd'hui, où, oui, où j'ai mangé quelque chose qui avait l'air de poulet. En fait, c'était végétarien. J'aime bien les gyros en soya. Je fais un lien entre les deux, hein, mais ce serait mieux
de manger que avec de la légumes parce que pour des raisons, surtout pour nous comme hommes, ce serait d'un point de vue de santé très mieux parce que la viande finalement a aussi des effets pervers sur nos santé à long terme. Vous pouvez regarder les concepts, l'efficience, la consistance et la suffisance. C'est souvent, on oublie cela. Hein. Ceux qui sont pour Green New Deals, mais moi, je ne veux pas m'écarter de ma richesse. Hein. Et donc, il faut tout de même, de façon culturelle et sociale, gagner. Et l'innovation et l'ex-innovation veut dire, par exemple, nous oublions le moteur à explosion. Nous oublions les centrales thermiques à charbon. Nous les mettons maintenant au musée. Et justement, il parle, Hartwelt, sociologue, a parlé de la modernité réductive, faire un discours ouvert, démocratique sur des systèmes de pays riches. Ils doivent rester, mais tout ce qui est matériel doit être réduit. Donc, c'est-à-dire, ça veut donc avoir moins de biens de consommation. La réflexive, c'est un modèle. Il faut réfléchir là-dessus si c'est vraiment le bon chemin pour essayer de vous regarder l'élément, bien sûr, matériel, qui est bien sûr quelque chose de très important pour l'être humain. Je vais arriver à la fin. Il existe un groupe de travail, Corona de Attac. C'est une organisation qui s'engage pour un autre système économique. Peut-être ça existe à Luxembourg. Oui, ça existe aussi à Luxembourg. Ils ont 6 projets fixés. Dans les métiers de santé devraient avoir la priorité. Bonnes conditions de travail doivent aussi être garanties, des réductions du temps de travail, une offensive de l'éducation et de l'occupation des gens. Donc, je n'ai pas compris, excusez-moi. La réduction du temps de travail n'est pas finançable et donc on ne peut pas le faire. Il parle donc d'un livre qui justement parle de ces questions et qui remet ça en question si cela est économiquement pas viable. L'énergie renouvelable, j'ai parlé, était dans où une personne, donc quand on développe par exemple le métier de gens qui réparent les choses, justement que ça devrait être vraiment beaucoup plus loin. Donc là, on pourrait recruter dans les gens qui travaillent dans l'automobile, dans l'industrie de l'automobile, pour leur donner la possibilité de changer d'orientation professionnelle et aller plutôt dans cette direction de réparateur de biens. Donc, on a déjà parlé de l'accès libre aux vaccins et aux médicaments. La pharmaïnisation ne gagne pas tellement d'argent, sa pharma, parce qu'il gagne le plus en vaccins. Là, maintenant, ils sont bien sûr, dans la pandémie, c'est encore plus donc, par exemple, aussi la façon dont on se bouge et on fait des efforts physiques, ça aiderait aussi et pourrait remédier à l'utilisation massive de médicaments et serait une bonne chose pour prévenir les maladies. Ceux qui détruisent le climat et qui l'exploitent, et donc on dit que 30% devraient être utilisés pour des mesures de climat et ça devrait être utilisé, ne devrait pas être utilisé dans le développement des infrastructures fossiles.
et également de 20% dans la digitalisation. Il parle aussi des subventions pour le tourisme ou l'aéronautique. Et là aussi, il faut voir qui va-t-on soutenir et qui est-ce qui va être le lobby le plus important pour quel type d'aide. Et il faut aussi que notre économie soit, qui réussisse à retenir, à confronter à la crise et voir quel pourrait être l'apport des gens très riches justement aussi aux prix et aux dépenses liées à la pandémie. Vous êtes à une place financière à Luxembourg, donc je pense que vous avez là plus de moyens que d'autres pays pour réagir à la pandémie. Les choses qui sont importantes pour moi, et puis je vais vraiment arrêter, parce qu'en fait, dans les NGO, de façon, on commence à être résigné. Hein. Nous sommes déjà si longtemps engagés pour ces questions et ça change rien. Je ne crois pas que c'est le cas. Nous avons nous avons réussi à atteindre plus d'objectifs qu'on ne croit. Il y a toujours le danger que les gens maintenant arrêtent parce qu'ils ont... je ne sais pas s'il va venir le grand changement, mais ce n'est pas le moment maintenant d'arrêter, mais il faut rester et continuer à se battre. Il ne faut pas résigner. Et maintenant, je suis Monsieur Pluton qui a écrit un livre. La seule chose qui est durable, c'est le fait qu'on n'est pas durable dans son comportement et dans son action. Et donc c'est important que les NGO soient des critiques un élément, que ce soit des NGO scientifiques ou qui travaillent il y a des bureaux européens de l'environnement, il y a des mouvements comme Fridays for Future. C'est extrêmement important que ces structures existent et aussi il y a des dissidents ou des whistleblowers, toute personne qui justement est active dans l'économie des finances et qui sait comment ça fonctionne et elle va après dans l'opinion publique pour lui dire ce qui est pas juste est très important. C'était ainsi avant dans l'industrie atomique. Il y a certains physiciens qui n'ont plus soutenu ces programmes et la même chose devrait se faire dans le domaine de l'économie. Nous ne comprenons pas comment ces systèmes fonctionnent. Donc, il est très important de les dénoncer de l'intérieur. Et donc, il faut des change agents, c'est-à-dire des gens qui essayent des nouvelles choses. Il y a ceux qui disent qu'il faut juste essayer des nouvelles choses et d'autres qui disent non. Je crois qu'on a besoin deux éléments, aussi bien la discussion politique, mais également faire des essais nouveaux. Et il faut être ouvert, justement, et soutenir des NGO qui sont critiques. Il faut aussi le multilevel, ça veut dire voir un peu le travail et se le répartir. Donc, il y a l'Union européenne, politique, le G7, le G8, le G20, mais ça, c'est au niveau très élevé, mais il y a aussi au niveau sociétal, dans toutes les entreprises, dans toutes les branches économiques. Il faut que justement tout le monde y participe. Vous, comme mouvement écologique, vous faites vos choses, bien, les autres font aussi du lobbying, mais différent. Si nous trouvons des entreprises qui, justement, s'engagent justement dans cette économie du bien-être commun, il faut tout de même essayer de se répartir le plus tout le travail à faire. Notre système est devenu a eu tellement de succès parce que il a réussi à donc avoir beaucoup d'adhérents. Donc, il faut avoir des adhérents, des gens, des personnes qui vous soutiennent, importants, des nouveaux. Il faut aussi des ponts qui sont faits entre différents groupes, entre personnes qui viennent de différents domaines et qui normalement ne sont pas habitués à travailler ensemble.
Il faut avoir des gens qui deviennent donc des alliés dans notre combat et qui sont finalement dans différentes branches économiques et milieux et qu'il y ait donc en fait des ponts entre tous ces gens. Les coopérations de société civile, de la politique et des entreprises, là, il faut encore beaucoup travailler ensemble, trouver le biologue et des endroits créés parce que si on aura moins de frustration si on travaille ensemble. L'État, les endroits où on discute ensemble, ces endroits où on se dialogue, ils doivent exister dans notre société. Il y a un livre de Corona Christophe qui a écrit un livre qui dit comment est-ce que la transformation peut réussir. Et elle dit les résistances et prendre en sérieux ceux qui sont résistants au changement et ceux qui vont perdre. Il va y avoir des résistances qu'on peut dissoudre dans les discussions, mais il y a bien sûr des résistances dans les entreprises, mais aussi des NGO qui vont aller contre ces discussions. Et il faut et qui ne se laissent pas convaincre. Se mettre là en conflit avec eux et aussi donner des nouvelles mesures du bien-être et aussi de l'image de ce qui est finalement bien-être. Il existe pas mal. J'ai choisi 5 livres de femmes. Ce sont tous des économistes. Je crois qu'elles sont toutes écossaises. La Maya Cup, elle est elle est économiste en l'environnement. Il y a Kate Raworth, qui est anglaise, économie, qui parle de la donut économie. Elle parle d'un système, n'acceptant plus le BIP, elle prend 6 paramètres pour la qualité de vie. Bien sûr, le revenu, l'éducation, l'égalité des chances, la démocratie, l'accès à la santé. Et ça serait les éléments les plus centraux. Et après, derrière, il y aura d'autres éléments. Et elle a fait une homepage où on peut regarder tous les pays. On peut donc comparer Luxembourg, par exemple, avec Chine ou avec l'Autriche. Et là, on voit ce donut avec ces différents points, dans quelle mesure ils sont considérés. Riale Eisler, c'est une économiste américaine. Elle parle justement qu'est-ce qui, dans l'économie, augmente la qualité de vie des êtres humains et qu'est-ce n'amène que des augmentations du produit national brut. Maria Mazzucato, elle joue du rôle de l'État à travers le développement et elle où l'État investit finalement dans la recherche et puis les gains vont être faits par des entreprises privées, par exemple comme dans la digitalisation. Qu'est-ce qui est mal calculé? Le BIP peut augmenter par des spéculations dans les marchés, dans les bourses, mais ça ne va pas augmenter la qualité de vie des gens. Mais c'est plutôt par rapport à la spéculation, mais c'est de l'augmentation monétaire, la valorisation du monétaire et pas de ce que vivent les gens. Cet le dernier livre de Katharina Pistor parle de la façon dont le capital et de la richesse qui est accumulée et nous avons besoin de ressources où le changement des infrastructures et aussi des sociales doit être financé. Je vais arrêter là maintenant. Merci pour m'avoir écouté aussi longtemps. La prochaine fois, vous le savez, comment je vais changer la consommation.
juste cette citation. Nous avons des montagnes de besoins inutiles. Nous devons tout le temps acheter, jeter, acheter. Et nous avons notre vie est en train d'être gaspillée parce que ce que nous achetons, ce que nous payons avec notre n'est pas de l'argent, c'est payé sur notre durée de vie où l'argent, où nous devons gagner de l'argent, il doit être utilisé. La différence, c'est que laisser vivre ne peut pas se acheter et la vie change très vite, passe très vite et c'est terrible que la vie, de gaspiller la vie et en perdant sa liberté. Donc, cette citation vient de M. José Mujica. Donc, je suis très contente de pouvoir discuter maintenant avec vous. Merci. On avait pensé encore de modérer un peu. On va ouvrir. Je propose que les gens puissent maintenant parler. Je voulais donner la parole à Carlos Schilz. J'ai encore une petite question. Nous avions l'année passée, nous avons fait un sondage en juin-juillet et beaucoup de gens ont répondu, presque 80%, qu'ils ne voudraient plus retourner à la phase avant Covid. Ils avaient donc découvert la nature de façon différemment, avoir remarqué que la consommation et voir que les contacts sociaux leur manquaient. Non, 80% des gens disaient « je ne veux plus retourner à le temps avant ». Si maintenant, je regarde dans le conseil d'administration, beaucoup de gens disent « est-ce que ça veut encore aujourd'hui ?» Parce que nous avions maintenant une année de COVID derrière nous. Est-ce que cette conscientisation existe toujours? Ou est-ce que c'est... l'important, c'est que ça arrête. Je voudrais vivre de nouveau comme avant. J'ai lu aujourd'hui que les CO2, les émissions CO2 ont augmenté énormément cette année, très vite. Est-ce que toi, tu peux analyser si les changements, la volonté de changement qu'on a ressenti chez les gens dans la première phase de COVID, parce qu'un certain nombre de personnes avaient récolté un certain nombre d'expériences, est-ce que ça peut encore être sauvé ou est-ce que le temps du COVID a été trop long pour que ça va être... je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, je l'ai comprise. Il existe différentes façons d'être concerné par cette COVID et par sa pandémie. Je pense la volonté de retourner dans un restaurant et de trouver un autre travail, c'est compréhensible. Mais je pense qu'on pourrait vraiment sauver, c'est être plus à la maison, être plus dans la famille. Et ce que ça voudrait dire, donc, aussi développer des nouvelles façons de travailler, de modèles de travailler. Si, par exemple, la façon dont les gens vont changer de façon durable leur façon de bouger, ils ont beaucoup plus utilisé le bicyclette, mais est-ce que ça va rester? Mais utiliser la bicyclette devrait être quelque chose qu'on devrait voir, des choses plus grandes dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, la consommation en général sur la consommation d'objets, nous ne le voyons pas comme notre émission de CO2, mais il y a tout de même un changement dans la nouvelle génération. Les uns sont très très bien. On ne peut pas tout décharger sur la nouvelle génération, hein. Mais il y a tout de même un changement qu'on voit. Une question de Carlo. Bonsoir. C'était très intéressant. Votre discussion sur l'industrie m'a semblé très intéressant. Comment est-ce qu'on doit aborder cette discussion avec l'industrie? Avez-vous des exemples qui fonctionnent bien? Non, il y a des espoirs. Les frics techniques comme Bill Gates sont très forts là-dessus. Que par exemple, dans la production de ciment, on ne peut donc retenir le CO2
Donc, il faut savoir qu'à travers l'énergie qu'on utilise pour la production de ciment, on utilise beaucoup, on émet beaucoup de CO2. Mais lui même dit, c'est toujours dans les chaussures de bébé, parce que dans l'hydrogène vert, dont on a dont on a beaucoup d'espoir dans la production, donc l'énergie donc verte par rapport à l'énergie actuelle fossile, elle coûte 140 euros l'énergie verte par rapport à 40 euros à l'énergie fossile. Donc vous voyez, il faut beaucoup d'argent en jeu. C'est une tactique qui est utilisée, bien sûr, pour retarder les changements. Nous avons besoin, nous ne devons pas, on vous dit, ben, on va développer de nouvelles technologies, comme ça vous n'avez pas besoin de diminuer votre consommation. Mais dans les productions, on espère que l'économie bio, qu'il y ait donc des matériels biologiques qui soient naturels, qui soient développés. Je ne peux pas. C'est un livre intéressant de lire de Bill Gates et de le lire de façon critique. Elle va aussi être bientôt dans notre revue de presse. Il faut beaucoup d'argent va tout de même aussi dans la recherche de ce domaine. Bill Gates et d'autres parlent sont pour l'énergie atomique. Il dit que donc, il ne parle pas de comment est-ce qu'on pourrait vivre avec moins de consommation d'énergie. Les collègues du conseil d'administration ne le savent pas encore, mais vous savez que nous avons demandé, nous avons aujourd'hui eu nous avons M. Fracha, c'est le président de l'Institut allemand de l'économie de marché, et pour un plaidoyer pour égalité de répartition des ressources. Et aussi, il a un plaidoyer pour plus d'écologie. Et le 19 mai, M. Fracha, il est nominé pour le livre, le prix du livre de l'économique pour 2021. Et il va donc le 19 mai, nous l'avons ensemble invité avec la Chambre des métiers pour présenter son livre, et aussi par la symbiose entre l'économie et l'écologie. Oui, oui, bravo d'avoir réussi, justement, parce qu'il parle justement de l'égalité et de la justice dans la répartition des richesses. Monsieur Fracha, donc on est en train il va venir le 18 mai. D'autres questions via chat ou direct? Ou vous, vous êtes tous dans le là. Vous n'êtes pas en train de quitter notre réunion. Donc, posez des questions, n'ayez pas peur. Cédric et moi sont là. Moi, je peux peut-être poser avec la question de l'éducation, en ce qui concerne les priorités dans l'éducation, aussi de jeunes, justement de ce domaine, parce que moi-même, je suis jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent des changements, beaucoup ont d'autres soucis, mais ils trouvent qu'avec l'institution éducative où ils passent beaucoup de temps, tous les jours, beaucoup de temps, ils ne trouvent pas vraiment d'acteurs de transformation. Hein. Je parle de tout ça en général. Comment est-ce que cette éducation devrait être qu'est-ce que nous devrions faire justement pour parler des défis justement dans l'école. Il faudrait changer complètement l'école, il faut travailler par projet. Les élèves doivent sortir dans la ville, faire des projets dans les communes, dans les entreprises. Tout le monde recevrait quelque chose des Moi, je travaillerais beaucoup plus sur des projets, dans l'éducation via des projets.
Mais hélas, je ne sais pas, on n'avance pas, mais ça va être une question centrale parce qu'il faut changer la façon dont on apprend. Le monde change par Internet où la connaissance est libre d'accès, il faut savoir la gérer. Et je suis donc très fortement partisan d'une école qui travaille sur des projets. Service, apprendre par des services, est-ce que vous connaissez ce concept? Est-ce que vous le connaissez? Bob dit oui. Bob est à l'université. Ça veut dire, en fait, appliquer. Donc, c'est en fait apprendre, mais en l'appliquant. L'école fait, par exemple, un Repair Café. Que les élèves apprennent donc lors de Repair Café, ils vont apprendre des éléments économiques, ils vont apprendre comment réparer et ils vont le faire ensemble, par exemple dans le cadre du quartier où ils s'y sont installés. Il y a encore une question du chat. Les médias sociaux auraient un rôle à jouer dans la transformation. Je ne suis pas un expert des médias. Ils sont très ambivalents parce que les médias sociaux, il y a beaucoup des fake news, des choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut s'organiser. Sans les médias sociaux, il faut l'utiliser en tout cas. Il faut tout de même faire très attention. Je souligne par jour 12 pétitions. Je reçois le jour après encore d'autres. Je reçois encore plus de newsletters. On a l'impression, j'ai souligné et maintenant j'ai fait quelque chose et ça ne suffit pas. Il faut des campagnes continuelles et justement soutenir cela. Les sondages qui nous disent que ceux qui participent à des sondages online se comportent moins écologiquement après parce que moi j'ai déjà fait quelque chose et j'aurais jamais cru on sait que quelqu'un qui va acheter au magasin bio, quand quelqu'un est alors devant la porte pour quelque chose, il va dans le manger. Il reçoit plus devant un supermarché que s'il va dans le biolab et qu'il va dans le magasin de bio. Il ne va pas donner une soutien. Parce qu'on s'est donné bonne conscience en allant faire les achats justement dans le magasin bio. Donc, c'est très intéressant ça. Quelqu'un qui a souligné quelque chose en 20 secondes, il dit, ben, moi j'ai fait mon devoir civique et maintenant je vais aller quelque part d'autre et je vais faire d'autres conséquences. C'est tout de même, je ne sais pas si on peut généraliser cela. On me sensibilise tout de même. Mais c'est vrai que s'acheter ainsi, finalement, la bonne conscience. Hein. Aber man muss natürlich eben immer reflektieren, auch was sind Fallen und was sind Chancen. Ja. Quelles sont les chances et quels sont les défis? Il faut toujours réfléchir là-dessus. Hein. Et je pense une pétition online n'est bien sûr pas la même chose qu'un référendum de citoyens qui devrait être en plus, donc les résultats devraient être appliqués obligatoirement. Et je ne sais pas comment la concurrence entre les différentes les NGO existe parce qu'il y a de plus en plus d'NGO et il y a une concurrence bien sûr entre elles, entre autres pour récolter de l'argent. Nous le faisons si mal pour l'instant quand on a besoin de cet argent, hein, aussi nous comme mouvement écologique. Vous avez on peut un soutien, nous recevoir des soutiens publics, mais les NGO, il faut finalement soutenir publiquement, mais aussi par des moyens privés.
Le 26 août, nous avons une académie d'été en Autriche et qui a comme thème réfléchissant en grand. Et comment nous allons faire aussi un projet de futur, hein, d'imaginer le futur et comment est-ce que je peux vraiment participer et justement un changement. Beaucoup d'éléments, nous les avons aussi chez nous. Ces questions reviennent toujours ensemble. Est-ce que les cadres sont OK justement pour faire du travail sur le projet? Il n'y a pas beaucoup de cadres pour la participation citoyenne. On parle beaucoup de discussions, beaucoup de textes sur le changement climatique, mais on ne passe pas à l'action. Et c'est très difficile hein, d'amener à ce qu'on fasse ce pas. Nous avons quelques écoles qui ont justement qui ont une installation photovoltaïque et c'est les élèves terrifient donc l'électricité que nous avons produite. On peut faire tout de même beaucoup de choses alors avec ces données dans le travail. Je suis sûre, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Il existait aussi un sondage où les élèves demandaient les enseignants pourquoi est-ce qu'ils venaient à l'école avec la voiture. Mais nous avons toujours beaucoup de matériel à transporter, c'est pour ça que nous avons besoin de la voiture. Mais c'était tout de même un projet intéressant, hein, où les élèves demandent les enseignants hein, sur leur comportement environnemental. Et par exemple, une question de mobilité. C'était donc très intéressant. Je voudrais encore en d'autres questions qui existent peut-être ou d'autres aspects de la présentation. Vous parlez de réparation. C'est quelque chose de très intéressant aussi pour moi. Ça fonctionnait aussi dans notre jeunesse, il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, on produit des produits pour jeter. Parce qu'avec les réparations, coûtent après plus cher. Est-ce qu'on ne va pas être un peu, on se mord la queue finalement? Et il faut, si je veux donc épargner du CO2 et entre autres, si on fait une imposition des énergies fossiles, donc ça va tout de même influencer la production. Et maintenant, avec l'Union européenne soutient la circulaire économie, ça existe déjà un programme ambitieux. À côté du climat, l'économie circulaire est très soutenue aussi pour l'industrie. Et il va y avoir donc des directives où il y aura des objectifs pour du recycling, que les produits doivent avoir une durée de vie plus longue, qu'il y a aussi une certification de possibilité de réparation. À la fin, des experts de toute Europe ont participé à cela. La grande chance, nous avons des nouveaux modèles économiques. Allons pas acheter, mais faisons que du leasing. Parce qu'alors, l'entreprise a des intérêts, parce que si nous faisons que du leasing, les entreprises doivent le reprendre. Mais c'est encore en réflexion. Hein? Donc, les entreprises auraient alors intérêt à produire des choses durables. Mais c'est pas encore... c'est des initiatives de réflexion sur ce point. C'est une partie... rendre les matières premières plus chères, ça c'est bien sûr un point très important. Il y a des directives qui incitent sur l'économie circulaire qui doivent être mises en place dans les différents pays. Et ici à Luxembourg, il y a une planification que nos centres de recyclage deviennent des centres de ressources
Vous connaissez les recycling centers deviennent alors des centres de ressources. Mais qu'est-ce qui doit avoir lieu dans ces centres de ressources? Et nous avons, comme mouvement écologique, et là, avec l'Eco-Center Pfaffenthal, nous avons un projet Reuse, Repair, Rethink. Nous avons pendant un mois une manifestation à Vienne. Il existe une ville qui est modèle. C'est Eisenriegler, la ville. Oui, c'est ça. Oui. Et voilà, il y a des centres qui sont modèles, non pas comme centre de ressources, qui n'acceptent pas que seulement du déchet qu'on peut réutiliser, mais qui puissent être refaits, peuvent être réutilisés. Il existe au Luxembourg cette discussion, il existe des communes qui sont très dynamiques. Il y a des acteurs d'initiatives sociales qui ont bien sûr un intérêt là-dedans. Et nous avons donc une conférence avec des initiatives sociales et des exemples de l'étranger pour justement réfléchir sur ces recycling centers. Je pense que là, l'Union européenne a fait vraiment un très bon travail. Là, on dit enfin, heureusement qu'on a l'Union européenne parce que et là, maintenant, à Luxembourg, on est en train de faire cette manifestation va avoir lieu dans un mois. Ich meine, dazu kommt jetzt Second Hand. Il y a le Second Hand aussi, qui peut être promu par des plateformes digitales. C'est aussi quelque chose de très bien. Ça s'ajoute. Hein. À Luxembourg, on a la discussion. Les recycling centers sont toujours en dehors des villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire dans la ville, mettre des endroits de récolte et qui aurait un lieu social? Donc, pour partager des machines où on pourrait voir quelque chose, où on avait des nouveaux points focus pour avoir plus d'échanges. Et on aurait donc des structures extérieures à la ville et des structures à l'intérieur de la ville. Ça serait vraiment très bonne chose. En collaboration avec des initiatives sociales, ce serait vraiment quelque chose de... Nous avons besoin d'une culture de la réparation au-delà des structures sociales. Qui perd par rapport à la réparation. Hein, la croissance fonctionne parce qu'on vend énormément de choses par année. Mais alors, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a des nouveaux modèles économiques où il y a des modèles où on gagne plus par des services, par exemple, qu'on offre, hein, au lieu que par la production d'objets. Il existe aussi des analyses intéressantes. La réparation attire des consommateurs, des clients. Il y a des gens d'Autriche qui nous l'ont dit. Au début, les négociants étaient tous contre pour des initiatives Repair and Reuse parce qu'ils disaient qu'ils vendent moins parce que ça, c'est la première phase de la blocade. Mais ils disaient non, mais maintenant, nous avons des gens, nouvelles personnes, nous avons un certain nombre de gens maintenant qui deviennent nos clients et qui sont des clients beaucoup plus fidèles. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine? Oui, nous épargnons d'autres coûts et donc ça s'équilibre. Et donc, ils sont plus en train de vouloir faire du repère. Je suis aussi d'avis, chez nous, on peut justement, des achats d'objets peuvent être déduits des impôts. Moi, je mettrais plutôt les réparations devraient être déduites des impôts. Hein. Des vendeurs et des clients, mais c'est important, mais c'est pas facile. Cédric, est-ce qu'on peut regarder si encore des questions? Sinon, nous allons arrêter. Nous devons tout de même rentrer à la maison. Où est-ce que tu veux? Moi, ici, je dois encore rentrer de là. Ah oui. Parce que Cédric habite à Esch-Alzette et nous sommes dans la ville de Luxembourg. Je dois encore rentrer avec le train à la maison. Tu as sûrement un lit, hein, au mouvement écologique, non?
Oui, j'ai un lit, enfin un genre de lit qui c'est. Est-ce qu'il y a encore des questions au chat? Bien, bien. Il y a juste un post qui dit qu'il y a une stratégie de zéro déchet, mais qui est promue par le ministère de l'Environnement, mais et par pour lesquels il y a déjà des réticences et des combats pour aller à l'encontre. La dernière possibilité de poser une question. Sinon, je propose que nous arrêtions et nous vous aimerions nous remercier pour cette conférence. Donc, Cédric, c'est toi qui vas faire le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette conférence. Aussi, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé à cette. Je vois qu'il y a des gens qui disent que c'est très chouette. Les vidéos sont online. Vous pouvez faire de la promotion pour ces vidéos à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas si nous allons réussir à la faire déjà demain. Mais sinon, un grand merci et bonne soirée. Jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci aussi à la traduction. Merci.